En tant que médecin, j'ai été choquée de découvrir que cette habitude apparemment inoffensive détruisait silencieusement la joie de l'une de mes plus chères patientes, Maria Elena, 65 ans, veuve depuis 3 mois. Ce qu'elle faisait chaque matin semblait si naturel, si nécessaire, que je n'aurais jamais imaginé que cela alimentait un cycle dévastateur de solitude et de vide. Maria Elena est arrivée à mon bureau avec ce regard que j'ai immédiatement reconnu. Des yeux qui en avaient trop vu, chargés d'un poids invisible, mais toujours en quête d'une lueur d'espoir. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle me racontait ses matins sans fin, comment chaque nouvelle journée lui semblait une montagne impossible à gravir. Au cours de notre conversation, elle a évoqué sa routine matinale d'une manière apparemment anodine. Un détail qui, pour elle, n'était qu'un élément de la journée, mais pour moi, c'était une alarme assourdissante. Cette habitude, pratiquée chaque jour par des millions de personnes âgées, sapait littéralement l'énergie vitale qui restait dans son cœur endeuillé. Les neurosciences de la tristesse révèlent quelque chose d'inquiétant sur la façon dont notre cerveau traite la solitude après 60 ans. Chaque matin, nous commençons d'une certaine manière, envoyant des signaux chimiques qui intensifient les sentiments d'abandon et de déconnexion. C'est comme si nous programmions notre système nerveux pour ressentir davantage de vide et de désespoir. Ce qui me frappe le plus, c'est que ce comportement passe inaperçu. Les proches le voient, les amis l'observent, mais personne ne perçoit le danger silencieux qu'il représente. Pendant ce temps, la personne âgée s'enfonce de plus en plus dans la mélancolie, incapable de comprendre pourquoi la joie semble s'être évaporée de sa vie. Maria Elena n'était pas seulement en deuil. Elle était inconsciemment plongée dans un état de profonde dépression par quelque chose qu'elle faisait naturellement, sans se poser de questions. Quelque chose que la société considère comme normal et attendu pour quelqu'un dans sa situation. En observant des centaines de cas similaires au fil des ans, j'ai découvert un schéma cruel dans la façon dont le deuil s'insinue dans la vie des personnes âgées. Ce n'est pas seulement la perte elle-même qui est dévastatrice. C'est ce que nous faisons de cette perte au petit matin qui détermine si nous nous rétablissons ou si nous nous enfonçons davantage. Si vous avez plus de 60 ans et que vous sentez que chaque matin vous apporte un poids supplémentaire à porter, si vous regardez autour de vous et ne voyez que du vide là où il y avait de la vie, vous devez savoir que vous pratiquez peut-être sans vous en rendre compte la même habitude destructrice qui a presque détruit la joie de Maria Elena. La différence entre une personne âgée qui retrouve des raisons de sourire et une autre qui se perd dans la mélancolie réside souvent dans ces petits moments matinaux qui semblent insignifiants, mais qui façonnent toute notre journée émotionnelle. Tapez « Oui » maintenant, si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie. Si vous sentez que vos matins volent votre vitalité émotionnelle. Si vous avez un besoin urgent de découvrir comment briser ce cycle, avant qu'il ne soit trop tard pour sauver la joie qui existe encore dans votre cœur. La transformation de Maria Elena a commencé lorsque j'ai enfin identifié le poison émotionnel qu'elle absorbait chaque matin sans s'en rendre compte. C'était si subtil, si naturel, qu'il m'a fallu 3 rendez-vous pour faire le lien entre son comportement matinal et l'abîme de tristesse dans lequel elle était tombée. Maria Elena se réveillait tous les jours à 6 heures du matin, non pas par nécessité, mais parce que son corps maintenait encore le rythme des décennies passées à prendre soin de son mari malade. La première chose qu'elle faisait était de regarder le côté vide du lit, là où Antonio se couchait habituellement. Puis elle se dirigea vers la cuisine et prépara machinalement du café pour 2. Ce café supplémentaire n'était pas un oubli. C'était un rituel inconscient de déni de la réalité. Elle posa 2 tasses sur la table, comme si le jeune homme allait surgir à tout moment. Elle s'assit devant la tasse qu'elle ne toucherait jamais et commença sa journée en parlant au vide, racontant les projets qui ne se réaliseraient jamais, les soucis qu'elle ne partagerait plus. Pendant 43 ans de mariage, ces premiers instants du matin étaient sacrés pour le couple. C'était le moment où ils planifiaient la journée, partageaient leurs rêves et riaient des petits plaisirs qui rendent la vie digne d'être vécue. Désormais, Maria Elena
tentait d'entretenir une conversation à sens unique avec les fantômes, nourrissant une blessure qui refusait de guérir. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle créait un champ de souffrance autour d'elle. Chaque matin, en recréant des scénarios disparus, son cerveau libérait une cascade de neurotransmetteurs liés à la douleur de la perte. C'était comme si elle creusait délibérément une plaie ouverte, empêchant son système émotionnel de trouver de nouvelles façons d'éprouver de la joie. Les neurosciences du deuil nous enseignent qu'il existe une différence cruciale entre honorer un souvenir et en devenir prisonnier. Maria Elena avait franchi cette ligne dangereuse sans s'en rendre compte. Ces matins n'étaient plus un hommage à l'amour qu'elle avait éprouvé, mais une prison émotionnelle qui l'empêchait de découvrir qu'une vie palpitait encore en elle. Le tournant s'est produit un mardi pluvieux. Maria Elena est arrivée au bureau plus abattue que d'habitude. Elle avait passé la nuit entière éveillée, assise dans la cuisine, à contempler ses 2 tasses. C'est alors qu'elle m'a raconté sa conversation avec la tasse vide d'Antonio, lui demandant de revenir, le suppliant de cesser la douleur. À cet instant, j'ai compris que je ne voyais pas seulement une femme en deuil. Je voyais quelqu'un qui était devenu accro à sa propre souffrance, qui trouvait une étrange sécurité dans la familiarité de la douleur. Rompre ce schéma ne reviendrait pas seulement à changer une habitude. Ce serait réapprendre à vivre. La révélation qui a tout changé pour Maria Elena est survenue lorsque je lui ai expliqué comment notre cerveau peut être reprogrammé pour trouver du sens et des liens, même en l'absence physique de ceux que nous aimons. Mais cela exigeait du courage pour abandonner les rituels qui maintenaient la blessure ouverte en permanence et adopter des pratiques qui honoraient le passé sans sacrifier l'avenir. La première technique qui a sauvé Maria Elena de sa prison émotionnelle matinale était ce que j'ai appelé le rituel de transition amoureuse. Au lieu de simplement s'arrêter pour préparer 2 tasses, ce qui aurait été trop brutal pour son cœur blessé, nous avons créé un doux pont entre le passé et le présent. Le changement a commencé dès son réveil. Au lieu de regarder immédiatement le côté vide du lit et de ressentir ce coup de poignard, Maria Elena a appris à poser la main sur son cœur et à prononcer mentalement une phrase que nous avions élaborée ensemble au fil des semaines. Antonio vit dans chaque battement de mon cœur et aujourd'hui, j'honorerai notre amour en vivant pleinement. Cette phrase n'était pas que de belles paroles. Il s'agissait d'une profonde reprogrammation neurologique. Des études sur la neuroplasticité chez les personnes âgées montrent que lorsque nous remplaçons une pensée destructive par une pensée constructive dans les premières minutes suivant le réveil, nous créons littéralement de nouvelles connexions cérébrales qui influenceront notre état émotionnel tout au long de la journée. La deuxième partie du rituel se déroula dans la cuisine. Maria Elena continua de préparer 2 tasses de café, mais cette fois dans un but complètement différent. La première tasse était la sienne, préparée avec tout le soin et l'affection qu'elle méritait. La seconde devint un symbole sacré. Elle la prépara en pensant à quelqu'un qui avait besoin d'amour ce jour-là. Parfois, c'était la voisine âgée qui vivait seule dans l'appartement d'à côté. D'autres fois, c'était le portier qui l'accueillait toujours avec gentillesse. Certains matins, elle la préparait en pensant à son petit-fils, qui vivait loin et rencontrait des difficultés au travail. L'important était que cette deuxième tasse ne représente plus l'absence, mais une présence active de l'amour dans le monde. Maria Elena apportait alors physiquement cette deuxième tasse à quelqu'un. Elle frappait à la porte de son voisin, descendait voir le concierge ou, lorsqu'elle ne pouvait sortir, déposait la tasse sur la fenêtre en offrande symbolique à l'univers. Ce simple geste transformait sa matinée, passant d'un moment de deuil à un moment de générosité active. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont cette technique a activé quelque chose qui sommeillait dans le cœur de Maria Elena. Un but. En observant les patients qui surmontaient plus facilement le veuvage, j'ai réalisé qu'ils avaient tous un point commun. Ils trouvaient le moyen de transformer leur douleur en énergie pour aimer les autres. La troisième technique était le journal de gratitude matinal ciblé. Tout en buvant son café, Maria Elena a écrit 3 phrases sur les choses pour lesquelles elle était reconnaissante, mais avec une différence cruciale.
L'une concernait le passé avec Antonio, l'autre, le présent qu'elle vivait, et la troisième, un espoir pour l'avenir. Cette technique a brisé le cercle vicieux de la rumination du passé. Elle a forcé le cerveau à reconnaître que le présent était encore porteur de bonnes choses et que l'avenir recelait encore des possibilités de joie. Les neurosciences montrent que les cerveaux qui pratiquent la gratitude ciblée produisent davantage de sérotonine, le neurotransmetteur responsable du bien-être. En seulement 2 semaines d'application de ces 3 techniques matinales, Maria Elena a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Une curiosité pour ce que la journée lui réservait. Ces matinées, autrefois un lourd fardeau, sont devenues un moment sacré de reconnexion avec elle-même et le monde qui l'entoure. La 4e technique est née d'une découverte surprenante lors d'une de nos consultations. Maria Elena m'a confié qu'elle ressentait une terrible anxiété chaque fois que le téléphone sonnait le matin. Car pendant quelques secondes, elle imaginait que ce pourrait être Antonio qui l'appelait du travail, comme il le faisait depuis des décennies. Cet espoir suivi de désillusion créait un cycle d'adrénaline et de cortisol qui maintenait son système nerveux en état d'alerte permanent. Nous avons ensuite développé ce que j'ai appelé le protocole de reconnexion sonore. Au lieu d'attendre passivement que le téléphone sonne et aggrave sa souffrance, Maria Elena a commencé à appeler elle-même chaque matin, toujours à une personne différente. Non pas pour parler de sa tristesse, mais pour demander sincèrement comment allait la personne et si elle avait besoin de quelque chose. Le premier jour fut difficile. Elle appela une cousine éloignée, nerveuse, ne sachant que dire. Mais un miracle se produisit. Sa cousine fondit en larmes, car elle traversait un divorce difficile et avait désespérément besoin d'être écoutée. Maria Elena passa 40 minutes à la réconforter et à la conseiller, puisant dans toute la sagesse accumulée au cours de ses 65 ans de vie. En raccrochant, Maria Elena ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé depuis la mort de son mari: l'utilité. Elle avait de nouveau été importante pour quelqu'un. Son cœur avait servi à apaiser la douleur d'autrui. Les neurosciences nous apprennent que lorsque nous nous sentons utiles, notre cerveau produit de l'ocytocine, l'hormone du lien et du bien-être. La 5e technique est apparue lorsque j'ai remarqué que Maria Elena évitait complètement les miroirs le matin. Elle m'a avoué qu'elle ne supportait pas de voir son propre reflet, car elle n'y voyait qu'une vieille femme abandonnée. Cette perception d'elle-même destructrice minait brutalement son estime de soi. Nous avons créé le rituel du miroir d'amour. Chaque matin, après s'être préparée, Maria Elena se tenait devant le miroir pendant 2 minutes, non pas pour se critiquer, mais pour se dire 3 affirmations précises en se regardant dans les yeux. Tu es une femme qui a su aimer profondément, tu as des histoires précieuses à raconter et tu as encore tant d'amour à donner. Au début, elle se sentait ridicule de parler au miroir, mais peu à peu, quelque chose de puissant s'est produit. Elle a commencé à voir dans ses propres yeux la même tendresse qu'elle manifestait envers les autres. Des études sur l'autocompassion chez les personnes âgées révèlent que celles qui pratiquent une auto-reconnaissance positive développent une plus grande résilience émotionnelle face à la solitude. La 6e technique, et la plus puissante, était le plan d'impact quotidien. Chaque matin, en finissant son café, Maria Elena écrivait sur une feuille de papier une action précise qu'elle ferait ce jour-là pour améliorer la vie de quelqu'un. Non pas de grands gestes héroïques, mais de petits gestes de gentillesse sincère. Certains jours, il s'agissait d'apporter un gâteau à la conciergerie. D'autres jours, d'envoyer un message affectueux à un parent éloigné. Parfois, il s'agissait simplement de sourire et d'accueillir les gens dans la rue avec un peu plus de chaleur. L'important était que chaque jour ait un but concret, au-delà de la simple survie à la douleur. Ce qui m'impressionne dans ces cas de dépassement de la solitude, c'est la façon dont de petites actions extérieures à nous-mêmes peuvent guérir des blessures qui semblaient incurables. Maria Elena a découvert que l'antithèse de la tristesse n'est pas nécessairement la joie, mais la volonté active d'améliorer la vie des autres. La 7e technique fut la plus délicate à mettre en œuvre, car elle touchait à la blessure la plus profonde de Maria Elena,
les souvenirs partagés qu'elle seule conservait désormais. Lors de nos consultations, elle évoquait fréquemment des moments privilégiés avec Antonio, mais concluait toujours ses souvenirs par une phrase bouleversante. « Mais maintenant, ce n'est plus amusant, car je suis la seule à m'en souvenir. » Nous avons développé les « archives de la mémoire vivante ». Chaque matin, après les autres rituels, Maria Elena notait en détail un souvenir particulier avec Antonio, mais avec un objectif révolutionnaire: transformer ce souvenir en une histoire partageable et source d'enseignement ou d'inspiration. La première histoire qu'elle a écrite racontait comment Antonio lui avait appris à faire du café. Non seulement la recette, mais aussi la philosophie qui la sous-tendait. Un bon café exige de la patience, du soin et une attention aux détails, tout comme un mariage heureux. Maria Elena a réalisé qu'elle tenait entre ses mains une perle de sagesse qui pourrait aider les jeunes couples. Ce qui s'est passé ensuite a été transformateur. Elle a commencé à partager ses histoires avec sa petite-fille fiancée, avec des amis en difficulté conjugale et même avec des inconnus dans des groupes de soutien. Ces souvenirs ont cessé d'être un héritage perdu pour devenir des graines de sagesse qui ont germé dans la vie d'autres personnes. La 8e et dernière technique matinale était l'engagement à la présence active. En observant des centaines de personnes âgées ayant surmonté des pertes dévastatrices, j'ai découvert qu'elles avaient toutes un point commun. Elles mettaient un point d'honneur à être pleinement présentes à au moins un moment de la journée, à se connecter à leurs 5 sens et à exprimer une gratitude sincère envers la vie. Maria Elena a choisi le moment de sa dégustation de café comme point d'ancrage de sa présence. Pendant 5 minutes, elle s'est consacrée à savourer pleinement la saveur, l'arôme et la température de la boisson. Elle a observé les couleurs matinales par la fenêtre, écouté les bruits du quartier qui s'éveillait, senti la texture de la tasse dans ses mains. Cet exercice apparemment simple a eu un profond effet sur la chimie de son cerveau. La présence consciente active la production de GABA, un neurotransmetteur qui apaise l'anxiété et réduit les pensées ruminantes qui alimentaient sa tristesse. C'était comme si ces 5 minutes de présence totale avaient créé une bulle de paix qui s'est étendue tout au long de la journée. Les résultats de ces 8 techniques matinales ont été extraordinaires. En 6 semaines, Maria Elena a complètement transformé sa relation au matin. Ce qui était autrefois une torture émotionnelle est devenu un rituel sacré de bien-être, de connexion et de sens. Plus important encore, elle a découvert quelque chose que les neurosciences confirment. Notre cerveau ne vieillit pas comme nous le pensions. Même après 60, 70 ou 80 ans, nous sommes encore capables de créer de nouvelles connexions neuronales, de nouveaux schémas de pensée et de nouvelles façons d'éprouver la joie. La plasticité cérébrale n'a pas de date d'expiration. Maria Elena a prouvé qu'il est possible d'honorer profondément ceux que nous avons perdus sans sacrifier notre capacité à vivre pleinement. Ces matins sont devenus un pont entre l'amour d'autrefois et celui qui peut encore être partagé avec le monde. Inscrivez-vous maintenant et sonnez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait sauver votre vie émotionnelle et montrer comment une découverte sur le fonctionnement du cerveau vieillissant pourrait révolutionner votre capacité à retrouver la joie. La révélation neuroscientifique, qui a complètement changé ma compréhension du deuil chez les personnes âgées, est venue d'une étude révolutionnaire sur la façon dont le cerveau traite le deuil après 60 ans. Pendant des décennies, nous avons cru que le vieillissement rendait la récupération émotionnelle plus difficile, mais nous avons découvert exactement le contraire. Les cerveaux matures possèdent une capacité unique appelée réserve émotionnelle compensatoire. Cela signifie que les personnes âgées ayant vécu des décennies d'expériences diverses disposent de ressources neurologiques plus riches pour gérer la perte que les personnes plus jeunes. Le problème ne réside pas dans la capacité à guérir, mais dans les schémas destructeurs qui entravent cette capacité naturelle. Maria Elena a parfaitement illustré cette découverte. En modifiant ses rituels matinaux, son cerveau a non seulement cessé de produire des substances liées à la dépression, mais s'est également mis à sécréter des niveaux exceptionnels de neurotransmetteurs associés à la sagesse et à la sérénité.
À 65 ans, elle était neurologiquement mieux armée pour surmonter cette perte qu'elle ne l'aurait été à 30 ans. La recherche révèle un fait encore plus frappant. Les personnes âgées qui transforment leur deuil en objectifs concrets développent de nouveaux réseaux neuronaux, qui les rendent plus résilientes aux pertes futures. C'est comme si le deuil, bien géré, créait une armure émotionnelle plus solide. Ce qui me fascine, c'est à quel point cette découverte transforme notre vision du vieillissement. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes du temps qui passe. Nous sommes des êtres humains dotés de décennies d'expérience émotionnelle, capables de transformer toute perte en sagesse vivante. Au cours de mes années d'observation de patients âgés, j'ai remarqué que ceux qui se remettent le plus rapidement de pertes dévastatrices ont quelque chose en commun. Ils comprennent instinctivement qu'honorer la personne qu'ils ont perdue signifie vivre d'une manière qui rendrait cette personne fière. Maria Elena incarnait magnifiquement cette vérité. Chaque matin, en accomplissant ces nouveaux rituels, elle se demandait « Que ressentirait Antonio s'il me voyait maintenant ?» La réponse la poussait toujours à choisir la vie plutôt que le regret, la croissance plutôt que la stagnation. Partagez ceci maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, surtout si vous connaissez une personne âgée qui est coincée dans des habitudes matinales qui alimentent la tristesse plutôt que de nourrir l'espoir. Le protocole de suivi médical que j'ai développé pour les personnes âgées mettant en œuvre ces changements matinaux comporte 3 phases critiques d'observation et d'ajustement. La première phase, que j'appelle période de résistance neurologique, se déroule au cours des 2 premières semaines. Durant cette période, il est fréquent que le cerveau vieillissant résiste au changement, ce qui génère temporairement une anxiété accrue. Maria Elena en a fait l'expérience intense. Certains jours, elle se réveillait paniquée, comme si elle trahissait la mémoire de son mari en essayant de retrouver le bonheur. Cette résistance n'est pas un défaut de caractère, c'est purement neurologique. Les cerveaux qui fonctionnent avec des schémas dépressifs depuis des mois créent des sillons neuronaux profonds. Modifier ces schémas exige une persévérance douce et non une force brute. Par conséquent, pendant ces 2 semaines, le suivi doit être quotidien, avec des ajustements constants des techniques. La deuxième phase, intégration émotionnelle, se déroule entre la 3e et la 6e semaine. C'est à ce moment-là que les nouvelles habitudes commencent à produire de véritables résultats émotionnels. Maria Elena a raconté que, pour la première fois depuis des mois, elle s'est réveillée curieuse de ce que la journée lui réservait, au lieu de l'appréhender. À ce stade, il est crucial d'introduire le système de responsabilisation aimante. Maria Elena a commencé à appeler une amie chaque matin, non pas pour se plaindre, mais pour partager son impact de la journée. Cette responsabilisation a créé un réseau de soutien qui a soutenu sa transformation. La 3e phase, stabilisation et expansion, survient après la 6e semaine. À ce stade, les rituels matinaux deviennent naturels et la personne commence à développer spontanément sa capacité à donner du sens à sa vie. Maria Elena a commencé à se lever plus tôt, non par obligation, mais par impatience de commencer ses rituels de connexion. Le plan d'urgence pour les journées difficiles comprend 3 stratégies de récupération émotionnelle. Premièrement, la technique des 3 respirations intentionnelles, lorsque vous réalisez que la tristesse domine votre matinée. Deuxièmement, l'appel d'urgence à une personne que vous avez choisie pour vous soutenir sans alimenter le chagrin. Troisièmement, l'action physique immédiate, comme aller faire les courses ou arroser les plantes, tout ce qui vous permet de vous changer les idées. Au cours de ma thérapie, j'ai découvert que les personnes âgées ont besoin d'être constamment convaincues que l'absence d'un proche ne signifie pas qu'elles échouent à se rétablir. Maria Elena a appris qu'elle pouvait être triste le matin tout en choisissant des actions qui nourrissent sa vitalité émotionnelle. Le protocole comprend également le suivi d'indicateurs de progrès émotionnel. Qualité du sommeil, appétit matinal, volonté de se préparer, intérêt pour les contacts sociaux et, surtout, capacité à planifier des activités futures.
Ces indicateurs nous indiquent si les techniques transforment réellement la chimie cérébrale ou masquent simplement la douleur. Dites-moi laquelle de ces techniques matinales correspond le mieux à votre situation actuelle, afin que je puisse apprendre comment je peux vous aider à adapter ces stratégies à votre situation spécifique. 6 mois après notre premier rendez-vous, Maria Elena m'a envoyé une photo que je chéris. On la voyait sourire sincèrement dans la cuisine, préparant du café pour 5 personnes, ses petites filles venues lui rendre visite. Il n'y avait plus de tristesse dans ses yeux, mais plutôt la profonde sérénité de quelqu'un qui a appris à transformer l'amour en action quotidienne. Le parcours de Maria Elena m'a appris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous ne sommes pas faits pour simplement survivre à la perte, mais pour la transformer en carburant pour aimer encore plus intensément. Chaque larme versée peut arroser les graines de la compassion qui fleuriront en jardin de générosité. Ce qui m'étonne le plus, c'est à quel point de petits changements dans nos rituels matinaux peuvent révolutionner notre vie. Maria Elena n'avait pas besoin de médicaments complexes, ni de thérapies interminables. Elle avait besoin de techniques simples appliquées avec amour et constance. Aujourd'hui, Maria Elena anime un groupe de soutien pour les veuves dans son église. Ces matinées, autrefois temples du deuil, sont devenues des laboratoires d'espoir où elle développe de nouvelles méthodes pour aider d'autres femmes à retrouver la joie. Elle a transformé son expérience de la perte en expertise pour guérir les cœurs brisés. La vérité sur le vieillissement que la médecine traditionnelle refuse de vous révéler est la suivante. Vos plus belles années sont peut-être encore devant vous. Peu importe le nombre de printemps que vous avez vécu, votre cœur possède une capacité infinie de renouvellement. Vos matins peuvent devenir des sources de vitalité émotionnelle plutôt que des déserts de mélancolie. Si vous avez reconnu votre douleur dans l'histoire de Maria Elena, sachez que vous n'êtes pas condamné à vivre éternellement dans l'ombre de la tristesse. Votre cerveau, quel que soit votre âge, possède encore suffisamment de plasticité pour créer de nouveaux schémas de joie. Vos matins peuvent devenir des rituels sacrés de reconnexion à la vie. La solitude n'est pas une condamnation à perpétuité, c'est une invitation à découvrir des voies plus profondes pour se connecter à soi-même et au monde. Chaque matin est l'occasion de choisir si vous allez nourrir la tristesse ou nourrir l'espoir qui bat encore dans votre cœur. N'oubliez pas, vous ne trahissez pas la mémoire de ceux que vous avez perdus en choisissant de vivre pleinement. Vous honorez l'amour reçu de la seule manière possible, en le transformant en un amour actif qui touche d'autres vies. Vos larmes peuvent arroser des jardins de compassion qui fleuriront à jamais. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, laissez un « j'aime » maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran où je révèle l'erreur émotionnelle qui maintient les personnes âgées prisonnières du passé sans qu'elles s'en rendent compte.